nous allons commémorer la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Message national pour le 61e anniversaire par la commission Mémoire et Histoire. De nos jours, parler d'anciens combattants ne suffit pas pour esquisser sans doute activement le portrait d'un personnage du passé, celui de combattant. Symbolise quand à lui un guerrier. Ceux qui eurent à combattre en Algérie, Maroc et Tunisie se retrouvèrent bien malgré aux anciens combattants dès l'âge de 23 ans. Ils refusent aujourd'hui d'apparaître comme des survivants de passé révolu. Enfants du second conflit mondial, ils ont subi toutes les privations. À l'âge de 20 ans, après une adolescence difficile dans un pays se relevant de ses ruines, ils allaient être plongés dans une guerre qui devait leur prendre le temps précieux des amours et de l'apprentissage de la vie. De 28 au 30 mois, sous même uniforme, suffiront pour vieillir de plusieurs années, condamnés d'affronter notre vie d'adulte ancien combattant. Jeunesse brisée, avenir incertain, dans un monde indifférent, ayant pour inévitable conséquence d'une réaction difficile à la vie civile. Des familles plongées à jamais dans la douleur. L'Algérie, 89 mois de meurtriers combats ne semble à rien, de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Une guerre qui a mobilisé près de 3 millions d'hommes, dont la majorité du contingent rappelés militaires de carrière contractuelle, 30 000 d'entre eux morts pour la France, pour la plupart à l'âge de 20 ans, ainsi que plusieurs centaines de milliers de victimes civiles de tout âge. Une guerre creusant entre deux pays, des plaies qui ne sont hélas pas encore toutes fermées aujourd'hui. Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu du 9 mars 1962, nous rendons un hommage solennel et nous inclinons avec différentes émotions devant la famille. Dans d'autres villages, nous déplorons et rendons hommage à notre ami Léon Sestrouet, mort au combat à la guerre d'Algérie. Refusant d'être l'ombre du passé, les anciens combattants d'Afrique du Nord se tournent vers la jeunesse. Nous lui disons: vous possédez cette richesse, vivre dans un pays libre, en paix, dans une démocratie fondée sur la valeur de la République. Devenez acteurs de votre histoire et les bâtisseurs d'une paix à construire chaque jour en ne laissant jamais les esprits s'habituer à la guerre. Jeunes gens, jeunes filles, des écoles communales, vous avez appris le sens des mots liberté, égalité, fraternité. Et savez qu'une culture de paix soit développée dans l'esprit des hommes afin que la raison triomphe. Les générations actuelles ont besoin de repères. Ils trouvent à travers de ces souvenirs sans lesquels tout un peuple bâtit son avenir. Ils ont écrit: les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de souvenir, par Richard Foch. Si tu veux dormir un peuple, ôte-lui sa mémoire. André Malraux. Les souvenirs sont nos forces. Ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand à lui essaie de revenir, il faut rallumer les grandes dates comme des flambeaux. Victor Hugo, vive la France, vive Bessin. Alors, message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes.
les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la conclusion du cessez-le-feu, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Nous reconnaissons le soulagement de ceux pour qui l'annonce de la fin des combats suscita l'espoir d'un prochain retour sain et sauf dans leur foyer. Comme nous reconnaissons le désespoir de ceux qui avaient à douter de ne plus avoir de foyer dans cette terre dont la France se retirait. Alors que beaucoup de Français, les accords d'Évian marquaient la fin de la guerre, pour d'autres, ils annonçaient le début de la fin du monde qui était le leur. Ce fut une déchirure qui, pour aussi inévitable qu'elle fût, n'en a pas été moins vive. Nul ne conteste que le cessez-le-feu ne fut pas partout respecté. Chez les militaires comme chez les civils, des morts s'ajoutèrent encore aux morts, des blessés aux blessés, des disparus aux disparus. La période qui s'est ouverte après le 19 mars 1962 a été celle des souffrances. Pour les appelés qui sont restés en Algérie, pour les harkis, pour les victimes civiles des attentats et des massacres, pour ceux qui furent contraints de quitter la terre où ils étaient nés et de découvrir le sentiment de l'exil dans leur propre pays. Le glas tragique en est marqué par tant de dates, dès le soir du 19 mars, le 26 mars, le 14 mai, le 5 juillet. Quand vint enfin, en particulier pour le contingent, le moment du retour, il n'y eut pour accueillir nos soldats, nos appelés, ni défilé comme ceux qui avaient célébré le retour des commandants de la première, puis de la seconde génération du feu, ni cérémonie collective. La nation ne sut guère leur dire sa reconnaissance d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ils avaient 20 ans et, à la joie de retrouver une fiancée ou une épouse, une sœur ou un frère, une mère ou un père, se conjuga la difficulté de raconter ce qu'ils avaient vécu et d'être entendus. Souvent, ils se sont heurtés au refus de leurs proches d'entendre des vérités trop cruelles d'une guerre dont certains ont essayé de témoigner. Comment partager l'expérience singulière de l'ultime engagement du contingent quand ces jeunes appelés ne pouvaient évoquer la guerre, quand le retour dans le foyer ne fut pas accompagné d'une reconnaissance collective, quand, comme pour les blessés, ils furent rapatriés dans l'ombre pour ne pas inquiéter l'opinion publique, dans des conditions trop souvent indignes des dangers auxquels ils avaient été exposés, des sacrifices qu'ils avaient consentis, quand ils savaient que les cercueils de leurs camarades morts pour la France avaient été débarqués dans la nuit et le silence. Alors même qu'ils se battaient pour elle en Algérie, les appelés voyaient la France des 30 Glorieuses découvrir la société de loisirs, incapable de comprendre ses enfants. S'y ajoutaient les sentiments mêlés que faisait naître la participation à un conflit dont une partie des Français contestait la légitimité même. Ils sont rentrés d'une guerre dont on avait trop vite voulu tourner la page. 61 ans plus tard, ces souvenirs restent vivaces et douloureux pour beaucoup. Il nous faut le reconnaître. Pour cette génération, il a fallu après la guerre mener de nouvelles batailles pour obtenir la reconnaissance de la nation. Elle passait par les mots, appeler guerre ses opérations. Par les droits, se voir reconnaître la qualité de combattant. Par les cérémonies, c'est la date qui nous rassemble. Après les commémorations du 60e anniversaire voulu par le président de la République, les gestes et les déclarations, une nouvelle page doit pouvoir s'ouvrir. Il nous faut continuer à garder et accepter ce pan de notre histoire collective sans être dans son extrême complexité, assumer d'en transmettre la mémoire, mais sans transmettre aux nouvelles générations les passions d'alors. Il nous faut admettre que des mémoires diverses s'expriment et que la seule voie de les additionner et non de les opposer. C'est le seul chemin pour la cohésion nationale. Vive la République, vive la France. Je tiens avec ces quelques mots à vous faire partager l'intervention de Monsieur le maire Stéphane Pepin-Bonneau. Celui-ci s'excuse de son absence puisqu'il est actuellement en déplacement à Rimich, notre ville jumeau. Après 8 années de guerre, trop longtemps appelés pudiquement événements, les accords d'Évian sont une étape décisive dans le processus de sortie de guerre mené par le général de Gaulle. Comme beaucoup d'autres guerres, le retour à la paix a été chaotique et douloureux. Pour de nombreux appelés du contingent, le 19 mars 1962 symbolise le devoir de mémoire de nombreuses victimes de ce conflit.
Morts et blessés algériens, morts et blessés français, militaires et civils, mais aussi les milliers de Français et Algériens enlevés et disparus après le cessez-le-feu. Sans oublier les harkis, les rapatriés, ni les victimes des attentats perpétués par l'OAS. La France fut confrontée à un douloureux dilemme entre la revendication légitime de l'indépendance par de nombreux Algériens et l'attachement profond, viscéral des Français à cette terre si belle. En ce 19 mars 1962, Français et Algériens décident de mettre nos deux pays sur le chemin de la paix et de la coopération. Une coopération qui s'est inscrite dans la durée, tant les liens entre nos peuples étaient forts. Suite à cette guerre, nous devons principalement le travail de mémoire à tous les anciens combattants. Nous le devons aussi aux générations qui ont suivi. Nous avons le devoir de transmettre cette histoire dans sa complexité. Pour cela, nous devons la regarder avec lucidité. Nous ne devons nier aucune des mémoires particulières, souvent très douloureuses, mais nous devons relever le défi de la mémoire collective. Il nous faut désormais lever tous les obstacles à la cicatrisation des blessures de l'histoire, afin d'établir une mémoire commune qui contribue à définir notre nation et qui permette d'envisager un avenir serein pour nos deux pays qui doivent construire un avenir commun. Ensemble, ici aujourd'hui, avec cette cérémonie devant notre monument aux morts, nous avons contribué ensemble à apaiser cette partie de notre histoire. Je terminerai en ayant une pensée pour Léon XVI Tourné, unique Bessanais mort pendant cette période. Pensons à lui, pensons à tous ceux qui ont combattu et à ceux qui sont ici pour témoigner. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder à la remise d'une croix du combattant. Au prélevement. Incorporé le jeudi 3 janvier 1963, à l'âge de 19 ans et demi, au camp de Mourmelon, Yves Mélas sera affecté au 503e régiment de chars de combat. Avril 1963, c'est le départ pour l'Algérie. Le train jusqu'à Marseille, quelques jours au camp de Sainte-Marthe, puis c'est le départ en bateau, la 3e classe et l'entassement de type militaire. La traversée est longue. Arrivé à Alger, il est affecté au 29e régiment de dragons de Rouiba. Leur mission consistera à alterner entre des gardes, des stations radio et tous les lieux stratégiques de l'armée française, mais également aux escortes avec les chars pour l'approvisionnement en armes des régiments de légionnaires qui assuraient la protection des sites pétroliers. C'est la route de la Gouate, Gardalia, Assim et Saoud, Colombe-Char et autres. Entre-temps, il est affecté à l'école des sous-officiers. Il en ressortira maréchal des logis. Le 15 avril 1963, c'est le retour vers la France, sur le bateau destination Marseille. Durant la traversée, ils sont toujours militaires. Arrivés à Marseille, ils sont libres. Une partie de leur jeunesse s'entaille. Monsieur Mélas, au nom du ministre de la Défense, je te remets la croix du combattant. Non. Merci, Charles. Fermez le banc. Aux morts.